Parti sans un mot. Il a tout laissé derrière lui et s'est volatilisé du jour au lendemain. Le café était encore chaud quand elle a senti que quelque chose n'allait pas. Le tintement habituel de sa cuillère contre la tasse, absent. Le grincement de la porte de la salle de bain qui se referme. Rien. Le léger bruit de ses pantoufles sur le carrelage. Le son du garage qui s'ouvre. Même le stupide podcast qu'il mettait sur haut-parleur en se brossant les dents, disparut. Juste le silence. Elle l'appela une fois. Pas de réponse. Elle vérifia la chambre. Le placard, vide de son côté. Le tiroir où il gardait ses clés, son portefeuille usé, même ce vieux chargeur qu'il n'a jamais remplacé. Tout avait été vidé comme si ça n'avait jamais servi. Pas emballé, pas caché, juste parti. D'abord, elle a pensé qu'il était peut-être parti sur un coup de tête. Dramatique, elle s'est dit qu'il reviendrait peut-être avec un commentaire sarcastique et des fleurs de supermarché passive-agressive. Mais ensuite, elle a ouvert ses emails. Une notification du registre du comté. Objet, confirmation de transfert de propriété. Elle a cliqué. L'acte de propriété de la maison était entièrement transféré à son nom. Pas de copropriété. Pas de conditions, juste à elle. Un autre email est arrivé. Carte grise du véhicule. Les 2 voitures étaient maintenant à son nom. Ping. Compte chèque joint. Transféré à elle. Le solde intact. Elle cligna des yeux. Confuse. Elle actualisa la page. Ouvrit les pièces jointes. Pas d'erreur. Pas de fraude. Sa signature était là. Horodatage, 3h02 du matin. Sceau de notaire numérique vérifié. Essayant toujours de comprendre, elle se leva et regarda par la fenêtre. Sa voiture n'était plus dans l'allée, ni garée plus loin dans la rue, ni sur le trottoir, juste partie. Elle n'a pas paniqué, pas tout de suite. Au lieu de ça, elle a expiré par le nez, a presque ri. Alors c'est ça, son caprice, murmura-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Il me cède tout comme s'il était Gandhi. Mignon. Elle se versa le reste du café, encore chaud, et s'assit à l'îlot de cuisine comme n'importe quel autre jour. Elle sirota lentement, attendant que l'adrénaline monte. Elle n'est pas venue. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Pas de SMS, pas d'appel manqué. Son numéro ne sonnait même pas. Il était indiqué comme inactif. Elle ouvrit l'application de la caméra de sécurité. Dernier enregistrement. 2h47 du matin. Il était là, dans un sweat à capuche sombre, sans valise, tenant juste un dossier en carton. Il est monté dans la voiture, et parti. C'était tout. Elle a regardé la vidéo 2 fois, puis 3, a mis sur pause, a zoomé sur son visage. Son expression était calme, ni amère, ni abattue, juste. Nette. Comme quelqu'un qui sort les poubelles. Elle se pencha en arrière et fixa le plafond, essayant de reconstituer le puzzle. Pas une seule fois en 6 ans de mariage il n'avait élevé la voix. Il n'avait jamais fait d'exigence, jamais jeté d'objet, jamais trompé. Du moins, rien qu'elle ne puisse prouver ou même soupçonner. Il restait simplement en arrière-plan, stable, silencieux, prévisible. Elle avait l'habitude de plaisanter en disant qu'il était comme une plante d'intérieur. Donnez-lui un peu de soleil et de café et il survivrait à tout. Apparemment, plus maintenant. Et, avant d'aller plus loin, si vous écoutez encore, prenez 2 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Sérieusement, plus de 97% des gens ne le font jamais, et cela aide vraiment toute notre équipe à vous apporter de meilleures histoires. Bon, retournons à ce bazar. En fin d'après-midi, elle était passée d'un amusement suffisant à arpenter le salon. Elle ouvrit les tiroirs, vérifia les placards, le tiroir à médicaments, ses ordonnances avaient disparu. Dans la cuisine, sa bouteille de whisky préférée n'avait pas été touchée. Mais la bouteille de secours derrière l'étagère à épices, partie. Même son vieux sweat à capuche bleue élimée qu'il portait toujours en rentrant du travail avait disparu du crochet près de la porte. Tout ce qui était important pour lui, emporté. Tout ce qui avait de la valeur, donné. Elle appela son travail. La ligne sonna 2 fois. Dylan chez Greystone. Qui est à l'appareil? C'est Maya, la femme de Gavin. Pause. Ah, Gavin a soumis sa démission il y a 2 jours. Avec effet immédiat.
A-t-il laissé des coordonnées pour le joindre? Non, désolé. Tout a été fait par email. Rien en personne. On a pensé qu'il avait trouvé autre chose. Elle raccrocha. Pas d'au revoir. Pas de préavis de 2 semaines. Juste une lettre signée et le silence. Elle appela son meilleur ami, Rob. Mec, dit Rob, d'une voix ensommeillée. Je ne lui ai pas parlé depuis le barbecue du mois dernier. Il avait l'air bien, peut-être un peu silencieux. Il a toujours été silencieux. Ce soir-là, elle se versa un verre de vin et se tint à l'entrée du garage. Son établi avait disparu, ses outils aussi, même la vieille boîte à outils cabossée de l'université, partie. À sa place, il n'y avait qu'une seule chose, un clou rouillé, planté directement dans le mur. Elle le fixa longuement, comme si c'était un indice, un avertissement, une blague, ou peut-être un message. Parce que même maintenant, une partie d'elle croyait encore que c'était une protestation élaborée. Que dans une semaine, il appellerait depuis un chalet dans les bois, lui ferait sa dernière offre, demanderait un accord de divorce, ou essaierait peut-être de la culpabiliser avec une histoire de dépression. Mais alors que le soleil se couchait, que les notifications cessaient et que le silence continuait de résonner à ses oreilles, elle réalisa quelque chose de troublant. Il n'était pas parti en claquant la porte. Il n'avait ni hurlé, ni pleuré, ni supplié. Il s'était volatilisé, complètement, proprement, et cela l'effrayait plus que tout. Le lendemain matin, elle essaya de rappeler, par un étrange mélange de principe et d'irritation, juste pour se prouver à elle-même qu'il n'était pas si dramatique. Mais le numéro ne sonna pas, seulement une voix froide et robotique. Ce numéro n'est plus en service. Elle fixa l'écran, essaya à nouveau, même message. Par habitude, elle ouvrit leur profil Netflix partagé pour regarder quelque chose de stupide, mais son identifiant fut rejeté. Elle réinitialisa le mot de passe. Erreur, compte non trouvé. Spotify, parti. Amazon Prime, le compte avait été fermé. Elle passa de l'agacement à la colère en quelques secondes, se précipita vers son ordinateur portable et essaya leur dossier Dropbox partagé. Celui avec tous leurs reçus scannés, les documents d'assurance, les plans de voyage, les photos de mariage, les déclarations de revenus. Il était vide. Un seul dossier restait, intitulé « Archivé », contenant un unique PDF. Distribution finalisée conformément à la clause C. Elle ne se souvenait pas d'avoir signé quoi que ce soit appelé « clause C ». Ne se souvenait pas d'avoir accepté une distribution, mais la signature ressemblait à la sienne et la date correspondait. Il y a 2 ans, nichée entre des papiers de refinancement et la fois où elle avait co-signé l'abonnement à la salle de sport pour son cousin. L'air devint soudain plus oppressant, comme si la maison elle-même s'était déplacée d'1 centimètre de ses fondations. Quand elle ouvrit le réfrigérateur, elle remarqua la chose la plus étrange. Rien ne manquait. Et pourtant, tout avait changé. Son lait d'amande, parti. Sa stupide pâte de piment coréenne qu'il insistait pour mettre dans ses œufs brouillés, parti. Sa réserve de vitamines dans le placard du haut, disparue. Mais la cuisine semblait toujours pleine. C'était ça, la partie troublante. Il ne s'était pas contenté de partir. Il s'était extirpé. Sans désordre, sans drame, juste une suppression. Sa sœur appela plus tard dans la journée. Alors, où est-il? Je ne sais pas, comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, je me suis réveillé et il était parti. Vous ne vous êtes pas disputé? Non. Il n'a rien dit? Non. Il y eut une pause. Eh bien, ce n'est pas normal, Maya. Elle était sur le point de protester quand on frappa à la porte. Une livraison FedEx. Elle signa, jetant à peine un regard à l'homme, et déchira l'enveloppe une fois à l'intérieur. Dedans, un avis d'annulation. Son nom était retiré du compte vétérinaire du chien, avec effet immédiat. Le contact principal était mis à jour avec son numéro de portable. Elle le fixa, puis baissa les yeux sur Baxter, leur berger allemand croisé adopté. Il la regarda en retour, la tête penchée, la queue battant doucement le sol. Il ne semblait pas remarquer que quelque chose clochait. Cette nuit-là, elle ouvrit le tiroir du couloir où il gardait des trucs technologiques divers, des câbles, des télécommandes, des clés USB. Elle ne savait même pas ce qu'elle cherchait. Elle trouva une clé USB avec ses initiales. La brancha sur son ordinateur. Rien. Vide. Aucun fichier.
Elle lança un logiciel de récupération, parce que bien sûr qu'elle le fit. Un dossier avait été effacé 3 jours plus tôt. Non, dernière volonté copie alt. Elle ne savait pas s'il fallait rire ou crier. Le lendemain, ses parents passèrent. Sa mère apporta des restes de ragoût, comme si on était encore en 2003 et que Maya se remettait d'une rupture avec un petit ami de l'université. Son père se pencha, la voix basse. « Tu es sûr qu'il n'a pas laissé de mots, une lettre, quoi que ce soit ?» « Non. »« Vous ne vous disputiez pas ?»« Non. »« Alors pourquoi est-ce qu'il... »« Je ne sais pas, papa, lança-t-elle, plus fort que prévu. » Baxter gémit. Ils n'insistèrent pas. Mais plus tard, alors que sa mère faisait la vaisselle, elle l'entendit chuchoter à son père dans l'autre pièce. C'est comme s'il avait planifié tout ça. Et c'est à ce moment-là que l'idée s'est vraiment installée. Ce n'était pas une dépression. Ce n'était pas une fuite impulsive. C'était une procédure. Chaque jour qui suivit le prouva. Le compte d'épargne joint était intact. Toujours accessible, mais tout ce qui portait son nom avait disparu. Même leur playlist de mariage sur Spotify, celle qu'il n'aimait jamais mais gardait pour elle, supprimée. Même l'ancienne adresse email partagée, celle qu'ils utilisaient pour les factures de la maison, fermée. Quand elle y envoya un email, elle reçut une réponse automatique. Cette boîte de réception n'est plus surveillée. Au bout de 2 semaines, la seule chose qui restait de lui était une photo floue sur l'écran de verrouillage de son téléphone. Et même cela commençait à ressembler moins à un souvenir qu'à un bug. Sa thérapeute demanda, « Avez-vous envisagé qu'il pourrait être en pleine crise ?» Elle rit. La thérapeute, non. Les gens ne disparaissent pas comme ça sans raison, dit la femme doucement. Maya répondit, « Vous croyez que je ne le sais pas ?» Mais ce n'était pas la partie qui la rongeait, la partie dont elle ne pouvait se défaire. Il n'avait pas laissé une seule question derrière lui. Il s'était simplement retiré comme une vieille rallonge électrique, enroulée et rangée proprement dans une boîte, silencieusement, poliment, comme s'il avait attendu qu'elle cesse de regarder et avait débranché la prise au moment où elle a cligné des yeux. Tout a commencé par un email de son prêteur hypothécaire. Objet, mise à jour du créancier principal. Elle a d'abord pensé que c'était du spam, juste un de ces trucs de phishing avec de mauvais logos et une grammaire étrange, mais la mise en forme était parfaite. Son nom légal complet, son adresse correcte, l'identifiant de la propriété correspondait. Elle a cliqué. Le message était simple. Veuillez noter que l'hypothèque pour la propriété se terminant par -0837 a été achetée par Ashmere Trust Holdings. Aucune action requise. Ashmere. Elle n'en avait jamais entendu parler. Pas de logo. Pas de signature. Juste une boîte postale dans le Delaware et une assurance sèche que les conditions restaient inchangées. Elle appela la banque. Le représentant semblait calme. Trop calme. Oui, madame. Ce trust est maintenant répertorié comme votre prêteur. Transféré la semaine dernière. Aucun changement à votre calendrier de paiement. Mais je n'ai pas autorisé cela. Vous n'en aviez pas besoin. C'était une vente en coulisses. Parfaitement légale. Ça arrive tout le temps. Mais un trust ? Oui, madame. Pouvez-vous me dire qui est derrière ? Non, madame. Ashmere est une entité privée. Il vous faudrait une assignation à comparaître pour voir les fiduciaires. Le mot « assignation » la frappa comme une gifle mouillée. Elle termina l'appel, jeta son téléphone sur le comptoir et resta là, fumante. La lumière de la cuisine vacilla au-dessus d'elle. Elle ne bougea pas. Le lendemain matin, son American Express fut refusé à l'épicerie. Elle essaya à nouveau, refusé. Elle sortit sa carte Visa de secours, également refusée. Un peu embarrassée, elle laissa les courses et rentra directement chez elle, fouillant dans son sac à la recherche de ses identifiants. Elle n'avait manqué aucun paiement. Ses soldes étaient bas, son score de crédit solide. Mais quand elle se connecta, les 2 cartes étaient marquées, en cours d'examen pour activité inhabituelle. Pas d'alerte de fraude. Pas d'explication, juste un message vague. Veuillez prévoir 3 à 5 jours ouvrables. Elle appela le service client. Madame, y a-t-il eu un changement récent dans la vérification de vos revenus ou une nouvelle sûreté sur l'un de vos actifs ? Non. Pourquoi ? Parce que notre système a signalé une discordance avec un document de mainlevée de sûreté de tiers déposé en votre nom.
Elle se figea. Déposé par qui? Je suis désolé, je ne peux pas divulguer cela sans votre code d'autorisation. Je suis la titulaire du compte. C'est exact. Mais le document ne provient pas de votre compte. Vous devrez déposer une contestation. Elle raccrocha et appela immédiatement son comptable. Gary s'occupait de ses impôts depuis avant le mariage. Un type austère qui portait toujours des blazers beiges et disait des choses comme « liquidité stratégique ». Il répondit à la deuxième sonnerie. « Maya, j'allais justement t'appeler. Alors épargne-moi le suspense. As-tu signé une mainlevée de sûreté sur ton compte de capital immobilier? » Non. Eh bien, quelqu'un l'a fait et ça a passé toutes les vérifications, datées d'il y a 6 mois. 6 mois. Ça a déclenché un examen interne de toutes tes lignes de crédit. Je suppose que c'est parce que ça a coïncidé avec l'acquisition de ton hypothèque par ce trust. Il recoupe tout maintenant. Elle resta silencieuse. Maya? Demanda-t-il. Elle murmura à peine. Il n'est pas si intelligent. Qui? Mon mari. Ex-mari. Peu importe ce qu'il est. Gary ne répondit pas. Elle raccrocha et se rendit chez sa sœur ce soir-là. Elles s'assirent au bar de la cuisine, mangeant des plats à emporter hors de prix et buvant du chardonnay comme si elle jouait dans un drame de divorce à petit budget. Il n'est pas si intelligent, répéta-t-elle en piquant un rouleau de printemps. Sa sœur haussa un sourcil. N'est-ce pas lui qui s'occupait de toute la paperasse fiscale? Oui, mais je vérifiais toujours. Sauf les trucs que tu signais sans les lire. La fourchette de Maya se figea en l'air. Détends-toi, dit sa sœur. Je dis juste qu'il m'a toujours semblé silencieux, pas stupide. Merci. Elles mangèrent en silence un moment. Tu sais à quoi ça ressemble, dit sa sœur en se servant plus de vin. Comme dans ces thrillers d'espionnage où le type simule sa propre mort et vide les comptes en banque. Il n'a rien vidé. Il m'a tout donné. Exactement, dit sa sœur, les yeux plissés. C'est ça qui est flippant. Il a laissé la maison, les voitures, et a gardé les clés du propriétaire. Tu crois que tu possèdes l'endroit, mais peut-être qu'il possède le sol sur lequel tu te tiens. Maya leva les yeux au ciel, mais son estomac se noua. Plus tard dans la nuit, elle sortit leur vieille boîte de classement commune, avec ses onglets, factures de service public, reçus de garantie, et tout au fond, un dossier marqué, contrat de mariage plus amendement. Elle ne l'avait jamais vraiment regardé. Il s'occupait de la logistique. Elle était plus du genre à voir la situation dans son ensemble. À l'intérieur, enfouie sous des photocopies et des clauses surlignées, elle trouva un document notarié intitulé « Clause de sûreté conditionnelle activée en cas de dissolution, tacite ». Signé, tamponné, daté par elle. Il y a 2 ans. Elle ne se souvenait même pas de l'avoir fait. La seule note dans la marge, de sa propre écriture, disait « Ouais, peu importe ». Elle se pencha en arrière sur sa chaise et fixa le plafond. Et pour la première fois, elle n'était pas en colère parce qu'il était parti. Elle était en colère parce qu'il avait mieux planifié les choses qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'avocat qu'elle engagea avait des critiques élogieuses sur Yelp et une montre chère, portait des costumes ajustés, avait ce ton faussement décontracté qui criait « facturation à l'heure » et parlait par phrases de 3 mots. Ce n'est pas inhabituel, dit-il après qu'elle eut tout expliqué. Un conjoint part, les actifs bougent, ça arrive. Elle se pencha en avant. Ce n'est pas un mouvement. C'est une extraction. Chirurgicale. Comme s'il s'était dissous. Il tapota son stylo. Nous allons assigner les dossiers, bancaires, d'emploi, du DMV. Peut-être qu'il a refait surface quelque part. Il n'avait pas. Pas une seule fois. Son nom n'existait dans aucun registre d'emploi récent. Pas de fiche de paie. Pas de demande de chômage. Son numéro de sécurité sociale n'avait pas été utilisé depuis plus de 13 mois. Ni pour l'assurance maladie, ni pour des ordonnances, ni même pour renouveler une fichue carte de bibliothèque. L'avocat la renvoya vers un détective privé. Un de ces ex-flics au cuir tanné qui avait l'air de n'avoir pas eu une nuit de sommeil reposante depuis Nixon. Les gens ne disparaissent pas, dit le détective. Soit ils meurent, soit ils se cachent. Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas suicidé? Elle lui lança un regard noir. Il n'est pas mort. Bien. Ça rend les choses plus amusantes.
Elle attendit 3 semaines. Le détective revint avec un dossier en carton et une tasse de café de station-service. Il posa le dossier sur la table. Votre mari, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ne se cachez pas seulement. Il a évacué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement annulé les cartes et déménagé dans un chalet. Il a réécrit le système. Le rapport était méthodique, propre. Il avait liquidé ses comptes personnels 8 mois avant de disparaître. Lentement, toujours sous les seuils de déclaration, toujours en sommes arrondies. 2800 $ par-ci, 3200 $ par-là. Transférés via des plateformes d'échange de crypto-monnaies de niveau intermédiaire qui n'existaient plus. Certaines adresses avaient été localisées en Roumanie, d'autres au Panama. Les relevés téléphoniques étaient terminés proprement, pas de numéro transféré, pas de sauvegarde de messagerie vocale, pas de renvoi. Il n'avait pas seulement disparu de sa vie. Il avait disparu de tous les systèmes qui suivent les gens, l'IRS, le DMV, LinkedIn, Facebook, même sa ligue de fantasy football. Le détective se pencha en arrière. Ce type a-t-il déjà parlé de comptes offshore, de lois sur la vie privée, quelque chose comme ça? Elle hésita. Il a mentionné une fois que les lois du Delaware étaient une véritable passoire pour les entreprises. Homme intelligent, marmonna le détective. Elle essaya de minimiser. Il avait toujours l'air intelligent, de cette manière prétentieuse de rat de bibliothèque, mais il n'était pas comme ça. Le détective haussa un sourcil. Madame, j'ai traqué des passeurs de cartels qui étaient plus faciles à retrouver. S'il n'était pas aussi intelligent avant, il l'est devenu, et bien avant de partir. Plus tard dans la journée, elle était assise en face de son avocat, qui fronçait les sourcils devant une longue impression de registre d'entités écran. Il la lui tendit. Vous reconnaissez l'un de ces noms? Elle parcourut les noms. Ashmere Holdings, Fireroot LLC, Gideon Recovery Trust. Sa gorge s'assécha. Quelques-unes de ces entités recoupent des transferts de terrains récents, des consolidations d'hypothèques, même des services de conseil en santé. Tout enregistré au cours des 3 dernières années. Toutes constituées de manière anonyme. Toutes légalement bétonnées. Il marqua une pause, regardant par-dessus ses lunettes. Ce n'était pas une dépression. C'était un plan de sortie. Mais pourquoi? Dit-elle. Nous n'étions pas hostiles. Il pencha la tête. Il n'en avait pas besoin. Parfois, les gens ne brûlent pas les ponts. Ils construisent des tunnels. Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil. Je veux déposer une requête. Quelque chose qui force la divulgation. À qui, Maya? La banque, le trust, aucun d'entre eux ne fait quoi que ce soit d'illégal. Vous n'avez aucun motif, aucune réclamation. Vous possédez tout ce qu'il vous a laissé. Ce qui, soit dit en passant, faisait peut-être partie du camouflage. Elle ricana. Alors je reste juste assise ici pendant qu'une version fantôme mystérieuse de lui se construit une vie dans l'ombre? Non, dit-il sèchement. Vous vous adaptez. C'est ce que font les gens quand ils réalisent qu'ils ne connaissaient pas vraiment la personne qu'ils ont épousée. Elle sortit de cette réunion, la tête légère, ses talons claquant sur le carrelage du bureau comme un métronome égrenant les secondes de son ancienne vie. Cette nuit-là, elle se versa un verre et s'assit sur le bord du lit d'amis. Son lit, maintenant, supposa-t-elle. Elle fit défiler de vieilles photos, son sourire, son bras autour d'elle dans ce chalet du Vermont, leur dîner d'anniversaire où il avait l'air légèrement brûlé par le soleil et heureux. Est-ce que c'était réel, ou était-il déjà parti à ce moment-là, jouant simplement son rôle jusqu'à ce que le rideau tombe? Elle ouvrit un vieil échange de mails qu'elle avait oublié, où il lui envoyait un lien vers un documentaire intitulé « Comment disparaître en Amérique ». Elle s'était moquée de lui à l'époque. Quoi? Tu prépares un tour de magie, avait-elle tapé. Il avait répondu, tu serais surprise de voir à quel point le système s'en fiche une fois que tu arrêtes de le nourrir. Elle n'avait jamais répondu. Elle fixa cette ligne pendant un long moment, la relisant comme une énigme. Il ne lui avait pas échappé. Il s'était effacé des systèmes, des fichiers, de la mémoire. Et elle comprit enfin. Il n'avait pas besoin de courir vite. Il avait juste besoin de commencer tôt. La pièce au-dessus de la quincaillerie sentait la poussière et la soudure. Pas de fenêtre. Une seule ampoule vacillante au plafond. Le matelas était posé par terre, en mousse, sans cadre. Un unique casier en métal cabossé contenait 3 tenues, toutes grises,
toutes infroissables. Il s'en fichait. Il n'était pas là pour être à l'aise. Il était là pour disparaître sans mourir. La quincaillerie en dessous fonctionnait à peine. Le propriétaire, Karl, était une relique asthmatique qui fumait des menthols dans l'arrière-boutique et gardait les reçus dans des boîtes à chaussures étiquetées par saison au lieu de date. Gavin, qui se faisait maintenant appeler Ellie, remarqua le chaos dès la première semaine, demanda à Karl s'il voulait de l'aide pour trier les comptes. Karl rit, puis toussa, puis dit, si tu les mets en ordre, tu peux dormir ici gratuitement. Alors, il le fit, silencieusement, complètement. Il apprit que le problème n'était pas le flux de trésorerie. Ni le vol. C'était la paresse. Karl payait pour des outils qu'il ne vendait jamais et sous-facturait ceux qu'il vendait. Le système de caisse n'avait pas été mis à jour depuis l'administration Clinton. Ellie le réécrivit entièrement à la main. Non par générosité, mais parce que le chaos le démangeait. Il avait besoin de construire quelque chose, même si ce n'était pas à lui. Pendant la journée, il disparaissait dans les bibliothèques, 3 différentes, en rotation hebdomadaire. Il lisait le droit fiscal, la structuration des SARL, des études de cas de comptabilité judiciaire, surlignant des documents de cours avec des marque-pages invisibles dans son esprit, silencieux, précis. Il ne parlait que si on lui adressait la parole, ne souriait que s'il le devait. Il observait le monde comme un homme en guerre contre le bruit. Au bout d'1 an, il aidait la boulangerie de l'autre côté de l'allée avec leur registre mensuel. Au bout de 2 ans, il gérait officieusement les comptes de 5 entreprises différentes. Uniquement en espèces, au noir. Pas de questions, juste des résultats. Personne ne lui demandait d'où il venait. Il avait une politesse du Midwest et un accent qui s'adaptait comme de la fumée. Si quelqu'un insistait, il disait qu'il avait eu une mauvaise rupture et qu'il avait besoin de repartir à zéro. Cela suffisait généralement à faire taire les gens. Tout le monde avait fui quelque chose. Il gardait un ordinateur portable prépayé dans un coffre-fort ignifuge, utilisé uniquement pour les feuilles de calcul et les dépôts à distance. Le seul lien avec son passé était un dossier scellé intitulé « Levier principal ». Il ne l'ouvrait jamais, mais savoir qu'il était là le maintenait ancré. Comme une chambre chargée qu'il n'aurait jamais à utiliser. Les murs de la pièce restaient nus, à l'exception d'une photo. Une couverture de magazine découpée, scotchée au-dessus du matelas. Pas d'une personne, d'un bâtiment. La légende disait, un quartier local ravivé par un investisseur improbable. Il l'avait découpé non par vanité, mais comme une boussole. Il voulait que son nom soit sur le prochain, et le suivant, mais pas son nom. Eliaï, le nom qu'il avait acheté il y a 3 ans de la succession d'un homme mort dans un état à la législation permissive. Il était méthodique, légal quand c'était nécessaire, dans la zone grise quand c'était efficace. Chaque document, chaque identité, chaque compte était superposé derrière des mandataires légaux et des structures non traçables. Il connaissait le système maintenant, non seulement comment y vivre, mais comment le saigner sans laisser d'empreinte. Il ne sortait avec personne, ne se mélangeait pas. S'il avait besoin d'interaction humaine, il arpentait les allées de l'épicerie locale avec un caddie, faisant semblant de faire ses courses tout en absorbant des bribes de disputes et de rires de famille qui ne s'étaient pas effacés. Il n'était pas amer. Il évoluait. L'ancienne version de lui, l'homme qui s'excusait quand sa femme se moquait de lui lors des dîners, qui payait les factures et se faisait traiter de contrôlant quand il posait des questions sur les dépenses. Cet homme avait été disséqué, étudié et enterré. Eliaï ne s'excusait pas, Eliaï comprenait le levier. Au bout de 4 ans, Karl lui tendit les clés du magasin. « Je pense à prendre ma retraite. »« Tu la veux ?» demanda Karl en se grattant le cou avec un crayon. « Tu la gères déjà de toute façon. » Ellie sourit brièvement, un sourire calculé. « Bien sûr, rédigeons les papiers. » Le magasin ne coûtait pas cher. Karl ne négocia pas, voulait juste s'en débarrasser. Ellie l'acheta via une entité holding secondaire qu'il avait structurée 6 mois plus tôt. L'acompte provenait de dividendes qu'il avait acheminés via une autre série de contrats de consultation. Le jour de la finalisation des papiers, il remplaça l'ampoule vacillante de son appartement, non pas parce que ça le dérangeait, mais parce que c'était la dernière chose restante de son ancienne vie qui fonctionnait encore mal. Il garda le matelas par terre. Mais il acheta un coffre-fort. À l'intérieur, il plaça 3 choses. Un nouveau passeport, une carte SIM de rechange, et une petite copie imprimée de l'acte de propriété du terrain sur lequel se trouvait encore la maison de son ex-femme. Pas la maison, le terrain.
Parce que même à 4 états de distance, il le savait. Tôt ou tard, elle essaierait de refinancer à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'il lui rappellerait, gentiment et légalement, tu peux peindre les murs, mais tu es toujours sur mon terrain. La baby shower était bruyante, de cette façon que les événements féminins le sont toujours. Moitié rire, moitié politesse forcée. Maya traînait près du bar à Mimosa, faisant semblant de s'intéresser à une tombola de couches tout en vérifiant son score de crédit sur son téléphone comme un tic nerveux. Pas de mouvement majeur. La maison était toujours verrouillée sous ce nom de trust ridicule. Le refinancement ne passait toujours pas. Son avocat explorait d'autres options, ce qui signifiait attendre de pouvoir se payer un meilleur avocat. Elle afficha un sourire, hocha la tête à une blague sur les vergetures et prit un gobelet en plastique de champagne jus d'orange d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Tu devrais lire ça, dit la femme en lui glissant un magazine roulé dans la main libre. Il y a ce type, page 30 et quelques, un peu brillant, et je veux dire, sexy si tu aimes le genre ténébreux. Maya eut un sourire pincé, comme si elle était amusée, et le glissa sous son bras. Elle n'avait aucune intention de le lire. Mais après le 3e jeu de « Deviner la purée pour bébé », elle s'éclipsa sur le balcon, sortit le magazine et le feuilleta nonchalamment, cherchant une excuse pour regarder son téléphone sans paraître impolie. Page 37. Elle cligna des yeux. Le titre disait « Le capitaliste discret qui ravive le district 14 ». En dessous, une photo. Ses doigts s'arrêtèrent de tourner la page. Il se tenait devant une vieille usine en briques, les mains croisées devant lui, costume parfaitement taillé, cheveux plus courts, mâchoire plus nette, l'expression méconnaissable. Froid, posé, pas en train de poser, mais en contrôle total. Un fantôme imprimé à l'encre. La légende disait, Gideon Haye, l'architecte financier reclus derrière le High District Revitalization Trust, a discrètement injecté des ressources dans l'un des quartiers industriels les plus négligés de la ville. Ses collègues l'appellent un investisseur fantôme. Toujours en mouvement, jamais public, impossible à joindre. Gideon Haye. Ses genoux fléchirent légèrement alors qu'elle s'asseyait sur la chaise de patio en fer forgé. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle lut l'article 2 fois. Ses méthodes sont peu orthodoxes. Il opère à travers des couches de sociétés en commandite et de holdings. Pas d'interview publique, pas de réseaux sociaux. Même le journaliste admettait que le retrouver avait été comme résoudre une affaire classée. Il n'était pas seulement vivant. Il était florissant. Pas dans une grotte, pas sur une plage isolée avec une fausse moustache et un téléphone prépayé. Non, il avait construit quelque chose, un trust, une holding, tout un district qui portait son nom. Elle sortit son téléphone et chercha « Gideon Haye » sur Google. Rien de personnel, juste des articles économiques, des déclarations de revenus, des mentions dans des bases de données immobilières, une photo ici et là, toujours de loin, toujours filtrée par une salle de réunion ou une inauguration. Mais elle connaissait cette mâchoire, cette immobilité derrière les yeux. Elle le connaissait, sauf qu'elle ne le connaissait plus. De retour à l'intérieur, quelqu'un cria de joie à propos d'un gâteau de couche. Maya entra, raide, serrant le magazine comme s'il pouvait disparaître. Elle partit tôt, prétextant une migraine, s'assit dans sa voiture et fixa à nouveau la photo. Pendant tout ce temps, elle avait pensé qu'il s'était retiré pour panser ses plaies. Un fantasme de caverne d'homme avec des poils à bois et de la solitude. Mais il n'avait pas disparu. Il était descendu en profondeur, et elle ne l'avait pas vu venir. Pire, elle n'avait pas cru qu'il en était capable. Chaque fois qu'elle se disait, il n'est pas si intelligent, ou, il est trop passif, ou, il essaie juste de prouver quelque chose, elle parlait à une version de lui qui n'existait plus. Bon sang, peut-être qu'elle n'avait jamais existé. Le nouveau nom n'était pas un déguisement. C'était une mise à niveau. Elle rentra chez elle, se versa un verre et ouvrit à nouveau l'annonce immobilière de sa maison. Elle fit défiler jusqu'à la section du propriétaire de la parcelle. Toujours indiqué, Ashmere Holdings. Elle vérifia le registre des SARL. Ashmere Holdings appartenait à Son estomac se noie. Haye Revitalization Trust. La même entité que dans l'article. Elle ne cria pas. Elle ne jeta pas le verre. Elle s'adossa simplement et murmura une seule phrase dans la pièce vide. Oh mon Dieu! Il me possède. Pas au sens figuré, légalement. Elle vivait sur un terrain appartenant à l'homme qu'elle avait quitté. Correction. L'homme qui l'avait quitté,
et l'avait laissé regarder vers le bas pendant qu'il construisait silencieusement un gratte-ciel sous ses pieds. Le bâtiment ne ressemblait pas à un endroit où vivaient des fantômes. Il ressemblait au genre de forteresse où la réalité serait écrite. Poutres d'acier, verre noir, éclairage doré et doux, même à 15 heures. Le genre de hall qui sentait l'argent filtré et l'eucalyptus. High Revitalisation Trust avait une plaque en métal brossée dans l'entrée, sobre et discrète, montée à côté des ascenseurs. Elle se tenait là, serrant son sac fourre-tout comme si c'était une armure. Ses doigts tremblaient alors qu'elle s'approchait du bureau de la réception, où une femme à la posture parfaite et avec une oreillette Bluetooth lui fit un sourire bouche fermée. « Bonjour, je suis ici pour voir Monsieur High. » La réceptionniste ne s'y a pas. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais je... » Elle sortit son téléphone et montra une photo. Elle et Gavin, lui, debout sur une plage, les bras enlacés, bronzés et souriants. « C'est mon mari. » Toujours aucun ciment. « Je suis désolé, madame. Monsieur High n'accepte pas les visites personnelles. Je ne suis pas une visiteuse. J'ai été marié à lui pendant 6 ans. J'ai vécu avec lui. La voix de la femme ne s'éleva pas, ne faiblit pas, il a été clair. Aucune exception. Si vous souhaitez soumettre une demande par écrit. Non, lança-t-elle. Non, je ne veux pas soumettre une demande comme si je demandais un prêt. Je veux parler à lui. Juste 5 minutes. Pause. Alors, je vais avertir la sécurité. Ça a suffi. La voix de Maya se fit sifflante. Savez-vous seulement qui je suis pour lui? Derrière le mur de verre près des ascenseurs, un homme apparut. Costume gris anthracite sur mesure. Pas de cravate, ligne nette, cheveux courts, épaules carrées. C'était lui. Il marchait lentement, en conversation avec un autre homme en veste bleue, montrant quelque chose sur une tablette. Sa démarche était fluide, ancrée. Il ne la vit pas, ou alors il la vit et ne réagit tout simplement pas. N'a pas tressailli, ne s'est pas arrêté, n'a pas regardé. Elle s'avança vers le verre. La voix de la réceptionniste la suivit. « Madame, veuillez ne pas approcher de la zone restreinte. » Mais elle ne s'approcha pas plus. Elle resta juste là, une main pressée contre le verre comme un animal observant quelqu'un qui le reconnaissait autrefois. Son reflet se déformait contre la vitre. Il sortit du cadre, ne tourna jamais la tête. Les portes se refermèrent derrière lui. Et c'est à ce moment-là que ça l'a frappé. Pas comme une gifle, mais comme s'enfoncer dans des sables mouvants. Lourd, lent, inévitable. Elle n'était plus à lui. Elle n'était plus rien. Elle resta dans ce hall trop longtemps, assez longtemps pour faire partie du décor. La réceptionniste retourna à ses emails. La sécurité observait, mais n'agissait pas. Un homme avec un café passa sans lui jeter un regard. Elle n'était pas une menace. Elle était insignifiante. Finalement, elle sortit. Le soleil brillait toujours. Les gens souriaient toujours sur les trottoirs. Un trio de jazz jouait devant un bar à vin de l'autre côté de la rue. La vie, de manière inopportune, continuait. Elle se faufila dans une ruelle à côté du bâtiment et s'assit sur un quai de chargement, respirant comme quelqu'un qui vient de remonter de sous l'eau. Son téléphone vibra. Un SMS de sa sœur. « Des nouvelles ? Tu lui as parlé ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit l'application photo et zooma sur la photo de la plage. Ses yeux, son bras autour d'elle, le filtre granuleux, une capsule temporelle d'une vie qui avait été discrètement supprimée du cloud. Elle fixa son visage. Il était trop doux, trop ouvert. Il ne ressemblait pas à l'homme derrière ce mur de verre. Parce que cet homme n'était pas seulement différent. Il était construit sur les os de celui qu'elle pensait connaître. Et elle n'avait pas été invitée à la construction. La nouvelle avocate était plus jeune que la précédente, plus affamée, plus vive et moins encline à enrober les choses. Elle lui avait été recommandée par une amie qui avait vécu un enfer avec un ex-mari qui se croyait malin. Maya s'est dit qu'elle avait besoin de quelqu'un avec des griffes maintenant, pas du charme. Elles se rencontrèrent dans un bureau stérile du centre-ville. Pas d'art, pas de distraction, juste des documents et une honnêteté fluorescente. L'avocate, Lexi, avait un bloc-notes plein de notes et 2 dossiers qui semblaient avoir traversé une guerre. Un rouge, un bleu marine. « Vous avez dit qu'il vous a tout laissé, c'est bien ça ?» demanda Lexi sans lever les yeux.
Oui. Et vous avez cru que c'était la fin de l'histoire. Maya n'aimait pas le ton, mais elle garda une voix égale. Il a cédé la maison, les voitures, les comptes joints. Il n'a même pas contesté. C'était comme s'il voulait que je gagne. Lexi la regarda enfin. Non, Maya. Il voulait que vous soyez occupée. Elle ouvrit le dossier rouge. Lors du transfert initial des actifs, dit-elle en tapotant la première page, vous avez co-signé une clause intitulée « Conditions de contingence en cas de dissolution personnelle ». Ça vous dit quelque chose? Maya fronça les sourcils. Peut-être que c'était enfoui dans l'un des dossiers de refinancement. Je crois qu'il m'a dit que c'était juste une clause standard. Pour le pire des cas. Lexi sourit sans chaleur. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas une clause standard. C'était un dispositif stratégique. Elle fit glisser la page vers l'avant. Maya la parcourut. Sa propre signature la dévisageait. Datée de 18 mois avant sa disparition. La clause stipulait, en cas de dissolution volontaire du mariage sans contestation légale, tous les actifs physiques et financiers reviendront à la distribution convenue sur la base de l'annexe signée et notariée. Toutes les parties conviennent de renoncer à toute renégociation. Elle cligna des yeux. C'est quoi ce bordel, l'annexé? Lexi ouvrit le dossier bleu marine et en sortit un paquet agrafé. Ceci. C'était un détail de tout ce qu'il possédait. Mais ce qui la stupéfia, ce n'était pas ce qui était listé, c'était comment c'était listé. La maison, à elle, mais seulement la structure. Le terrain, loué à durée indéterminée à Ashmere Holdings LLC. Les véhicules, à elle, mais les titres de propriété conservaient une clause de dérogation en cas de privilèges fiscaux, redirigeant le contrôle vers le cosignataire principal, qui était toujours, d'une manière ou d'une autre, un trust sous sa deuxième entité. Même l'enregistrement de la puce électronique du chien avait été modifié 6 mois avant sa disparition pour la lister comme contact d'urgence secondaire. Ce n'était pas seulement qu'il était parti. C'était qu'il avait sculpté sa réalité avant de franchir la porte. Maya se leva brusquement. Ça ne peut pas être légal. C'est bétonné, notarié, toutes les signatures sont propres. Et le meilleur, c'est que vous avez paraphé chaque page. Je ne savais pas ce que je signais. Ce n'est pas comme ça que les contrats fonctionnent, malheureusement. Lexi sortit un dernier document, un que Maya ne reconnaissait pas du tout. Celui-ci est fascinant. Déposé 6 semaines avant sa disparition. Il a acheté le terrain sous votre maison par une chaîne de sociétés écrans. Ça a commencé avec quelque chose appelé Fireroot Holdings, transféré via 2 intermédiaires au Nevada, et s'est terminé avec Ashmere. Vous vivez sur un terrain que vous ne possédez pas, la mâchoire de Maya se serra. Lexi se pencha en arrière. C'est comme s'il avait transformé toute votre vie en un bail que vous n'avez jamais lu. Elle voulait crier. Au lieu de cela, elle rit, d'un rire sec, amer. J'ai parcouru ces papiers sur le canapé en regardant Choped. J'ai demandé si je devais vraiment les lire et il a dit. Il a dit, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Lexi ne dit pas un mot, la fixa simplement. Et ce silence disait tout. Plus tard dans la nuit, Maya sortit le vieux dossier en carton où elle gardait leurs documents de mariage. Au fond, il y avait une liste manuscrite qu'il avait faite un jour. Une liste de livres à lire ensemble, un jour, quand on ne sera pas trop fatigué. L'un des titres était « L'art de la guerre ». Elle avait ri quand il l'avait ajouté. Sérieusement, avais-je dit. Tu penses qu'on va avoir besoin de stratégie pour traverser le mariage? Il avait juste souri. Il ne s'agit jamais de guerre, avait-il dit. Il s'agit de préparation. Maintenant, assise seule dans une maison qu'elle ne contrôlait pas techniquement, entourée de meubles achetés avec une carte de crédit en cours d'examen, elle comprenait enfin. Il ne l'avait pas quittée avec colère. Il l'avait laissée en échec et mat. L'enveloppe arriva dans un papier crème uni. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite, juste son nom, Maya Ellis, et une carte scellée à la cire à l'intérieur. Prix de la Renaissance industrielle, honorant les contributeurs visionnaires en rénovation urbaine. Invité d'honneur, Gideon Haye. Elle relut le nom 3 fois. La première avec incrédulité, la deuxième avec confusion, la troisième avec quelque chose de plus proche de la fureur. Personne d'autre ne l'aurait envoyé. Il devait savoir que ça lui parviendrait. L'événement avait lieu dans 3 semaines. Tenue de soirée, hôtel du centre-ville,
le même lieu devant lequel ils étaient passés des années auparavant, quand elle avait dit en plaisantant, peut-être qu'un jour, tu seras invité à l'un de ces galas en costume et champagne. Il avait ri, avait dit, seulement s'ils baissent leur standard. Apparemment, il ne l'avait pas fait. Elle hésita à ne pas y aller, ou à s'y incruster en basket juste pour marquer le coup, mais la curiosité la démangeait trop. Alors, elle réserva un styliste, loua une robe, bleu nuit, cintrée à la taille, sobre mais frappante. Elle s'entraîna à entrer, à ce qu'elle dirait. Elle voulait faire de lui le fantôme, cette fois. Elle arriva en retard exprès. Le hall bourdonnait déjà de conversations et de musique à cordes. Des photographes planaient comme des moustiques. À l'intérieur de la salle de bal se trouvait une forêt de verre, de laiton et d'ambition. Lustre en cristal, badges nominatifs élégants. Des rires qui flottaient juste une seconde de trop. Elle balaya la pièce du regard, puis le vit. Il se tenait près de la scène, en pleine conversation avec un groupe de journalistes, grands, imperturbables, aussi affûtés que jamais dans un costume noir avec une subtile rayure anthracite. Ses cheveux avaient cette précision négligée de quelqu'un qui peut se permettre de prétendre ne pas s'en soucier. Sa posture était sans effort mais ancrée, comme un homme n'ayant rien à prouver et tout déjà calculé. Il souriait, sincèrement. Elle attendit, observa. Il passait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, répondant à des questions, hochant la tête poliment quand quelqu'un louait son initiative de redéveloppement de district. Elle remarqua quelque chose de terrifiant. Il ne balaya pas la foule une seule fois. Ne la chercha pas. Ne l'attendait pas. Elle s'approcha de la table de champagne et essaya de respirer. La robe lui semblait plus serrée maintenant. Son cœur battait trop fort, noyant la douce musique de piano de la salle. Elle garda ses distances, suivit son chemin alors qu'il se déplaçait dans l'orbite de la richesse et du pouvoir. Un investisseur au rire milliardaire lui dit quelque chose qui fit glousser tout le groupe. Gideon, ou Gavin, ou qui que ce soit maintenant, lui sourit en retour et répondit. Elle ne capta que des fragments. Zonage multiphase, déclencheur de rotation d'actifs, fenêtre de liquidation. L'homme qui passait autrefois 15 minutes à choisir des marques de céréales charmait maintenant des urbanistes et des promoteurs historiques comme s'il était à sa place parmi eux. Elle attendit qu'il s'éloigne pour prendre un appel près de l'escalier de service. Un de ces vieux escaliers en chêne sculpté réservés au personnel et aux dirigeants. C'était son moment. Elle le suivit. Il termina l'appel, glissa le téléphone dans sa poche, se retourna et la vit. Ce n'est qu'à ce moment-là. Aucune surprise ne traversa son visage. Pas de sourire, pas de tressaillement, juste de la reconnaissance, comme voir l'affiche d'un film que l'on a vu il y a une éternité. « Pourquoi as-tu disparu » demanda-t-elle, les mots secs dans sa gorge. Il l'étudia un instant. Pas comme un homme revisitant un souvenir. Comme un homme scannant un portefeuille pour évaluer les risques. Ses yeux descendirent, chaussures, posture, puis remontèrent à son visage. Elle capta ce scintillement, non pas d'affection, mais de confirmation, comme si elle était arrivée exactement comme il le pensait. Ses mains se crispèrent légèrement. Après tout ça, tu ne pouvais même pas me donner une phrase. Il s'approcha, juste assez pour que sa voix n'ait pas besoin de porter. Il la regarda une fois de plus et dit, je vais t'en donner une maintenant. Puis il marqua une pause. Elle attendit. Un millier de versions imaginées de ce moment s'effondrèrent à ses pieds, et il ne lui donna rien. Pas de colère, pas d'excuses, juste le poids froid d'un homme qui ne lui devait ni l'un ni l'autre. Il se retourna vers la salle de bal. Alors qu'il poussait la porte, des applaudissements éclatèrent de l'intérieur. Quelqu'un devait avoir appelé son nom. Invité d'honneur. Elle resta figée sur les marches, la respiration courte, sa robe de location lui semblant soudain être un costume pour un rôle dont elle avait été coupée des années auparavant. Elle n'était pas venue pour le détruire. Elle était venue pour lui rappeler qu'elle existait. Mais elle réalisa trop tard. Elle n'était même pas un post-scriptum. Elle était la note de bas de page d'une clause qu'il avait déjà annulée. Il réapparut plus tard dans la soirée sur scène, la main légèrement posée sur le pupitre transparent pendant que le maître de cérémonie égrenait ses distinctions. A revitaliser 4 corridors industriels dans 2 comtés, créer plus de 2000 emplois, a joué un rôle déterminant dans la formation de modèles urbains durables maintenant copiés dans 6 autres États, et pourtant parvient toujours à éviter chaque objectif que nous lui tendons. Veuillez accueillir notre invité d'honneur, Monsieur Gideon Haye. Les applaudissements éclatèrent comme une vague.
Il marcha lentement vers le microphone, hochant légèrement la tête, sans jamais se vanter. Il parla brièvement, avec assurance, remerciant les urbanistes, les organisateurs communautaires, les donateurs anonymes. Pas une seule fois il n'utilisa le mot « je ». Elle regardait depuis le bord de la salle de bal, pas dans la foule, mais juste à l'extérieur, derrière une colonne florale, à moitié cachée. Elle n'applaudit pas. Elle ne respira pas. Il était fini. Pas en train de jouer, pas en train de s'élever. Fini. Complet. Solide. L'homme qui se tenait autrefois derrière elle lors des fêtes comme une pensée polie après coup était maintenant la gravité de la pièce. Tout le monde se penchait vers lui, même ceux qui ne savaient pas pourquoi. Les applaudissements durèrent plus longtemps que prévu. Et puis il descendit de la scène. Elle sortit de derrière la colonne, traversa la piste de danse, dépassant les donateurs et les journalistes, et le couple souriant de tout à l'heure qu'il avait prise pour une serveuse. Elle se plaça de nouveau devant lui. Cette fois, il marqua une pause. Juste un souffle. Non par déférence, par finalité. « Je t'ai posé une question, dit-elle, la voix plus basse maintenant, moins de tremblement, moins de supplication. Il ne répondit pas, l'étudia simplement à nouveau. Pas avec méchanceté, avec un désintérêt net. Et puis il s'approcha. Si près qu'elle pouvait sentir l'eau de Cologne chère et subtile qu'il portait maintenant. Pas le Old Spice dont elle se moquait autrefois. Quelque chose de plus froid, de plus sec. Il la regarda dans les yeux. Parce que le silence, dit-il, est la forme de paix la plus retentissante. Elle cligna des yeux. Puis il la contourna sans effort, sans même effleurer son bras. Il traversa la salle. Quelqu'un lui tendit un verre. Une jeune femme avec un badge et un presse-papier se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Il sourit faiblement et hocha la tête. Puis les lumières changèrent à nouveau. Un nouveau nom appelé sur scène. Une nouvelle salve d'applaudissements, et il était parti, consumé par eux. Pas caché, juste absorbé. Maya ne le suivit pas, ne pleura pas, ne bougea pas. Elle resta là, les talons douloureux, le maquillage tenant bon. Mais à l'intérieur, effondré. Non pas parce qu'il l'avait battue, mais parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Il n'avait pas crié, pas jubilé, pas cherché vengeance ni même catharsis. Il lui avait laissé tout ce qu'elle pensait vouloir et avait construit le reste ailleurs. En silence, en paix, en plénitude. Elle était laissée avec le bruit, les échos, les insupportables « et si ». Personne ne remarqua quand elle se glissa par la sortie de service dans la nuit froide. Les étoiles étaient cachées derrière la lueur des lampadaires. Son reflet la suivait dans chaque vitrine qu'elle passait. Une femme en robe de soirée, maquillage parfait, marchant seule. Le trottoir se fichait de savoir qui elle était. Lui aussi. Plus maintenant.